Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégal. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une critique anticapitaliste et antiraciste du système pénal et carcéral, autour principalement d'un livre, Capitalisme carcéral de Jackie Wang, paru récemment aux éditions Divergence. Et puis on s'appuiera également dans cette émission sur un autre ouvrage qui s'intitule La couleur de la justice de Michel Alexander, Incarcération de masse et nouvelle ségrégation raciale aux États-Unis, qui était paru aux éditions Sileps en 2017. Et pour parler donc de cette critique anticapitaliste et antiraciste du système pénal et carcéral, nous sommes avec Gwenola Ricordo, préfacière de Capitalisme carcéral, professeure assistante à l'Université d'État de Californie et également autrice sur ce sujet de Les détenus et leurs proches aux éditions Autrement en 2008. Co-autrice avec Joël Charby d'un article paru dans la revue Ballast en mai 2019 qui s'intitulait États-Unis, les prisonniers face aux catastrophes écologiques et qui n'est pas sans écho avec la situation actuelle des prisonniers, notamment en Italie, en raison du coronavirus. Et puis de Pour elles toutes, Femmes contre la prison, paru aux éditions Luxe en 2019. Et sur ce dernier ouvrage, on recommande l'écoute de l'émission de Sortir du patriarcat capitalisme qu'on a consacrée à ce sujet. Donc bonjour Gwenola. Bonjour. Dans ta postface, tu évoques voilà, l'importance du travail de Jackie Wang qui nous offre un autre regard sur la question de l'abolitionnisme pénal et carcéral, qui est un mouvement qui est assez développé en France, mais pas forcément avec le même angle d'attaque que l'abolitionnisme pénal et carcéral aux États-Unis, dont fait partie Jackie Wang et d'une certaine manière Michel Alexander. Donc, est-ce que tu pourrais commencer peut-être par nous expliquer les différences entre l'approche majoritaire en France de la critique du système pénal et carcéral et l'approche plutôt qui vient des États-Unis Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis et en France, l'abolitionnisme pénal ne s'est pas développé dans les mêmes cercles militants et on peut dire qu'en France, l'abolitionnisme pénal est d'une certaine manière cantonné à l'extrême gauche et plus particulièrement au mouvement anarchiste. Aux États-Unis, l'abolitionnisme pénal est davantage développé dans des cercles militants beaucoup plus larges et on pourra y revenir parce que c'est extrêmement lié à la question à la fois de l'incarcération de masse et la surreprésentation des minorités ethniques, en particulier des Africains-Américains, parmi les personnes qui sont criminalisées. Mais donc on a aux États-Unis une critique radicale du système pénal et de la prison qui s'est étendue au-delà de la militance anarchiste
Alors, une fois que on a cartographié politiquement d'où est nourrie la critique du système pénal et là où se développent les luttes anticarcérales et abolitionnistes, on peut aussi faire le constat que les critiques sur lesquelles reposent ces mobilisations sont formulées assez différemment aux États-Unis et plus largement en Amérique du Nord et en France et aussi plus largement en Europe. Et l'une des grandes différences, c'est celle de la question raciale et plus particulièrement la question de l'esclavage. C'est-à-dire que aux États-Unis, la critique du système pénal se fait depuis plusieurs décennies très largement sous l'angle de la race et aussi du capitalisme, les deux étant parfois liés, mais parfois on a des critiques du système pénal qui se font sous l'angle qu'on pourrait dire étroit de la race, ce qui fait que aujourd'hui, lorsqu'on parle d'abolitionnisme pénal aux États-Unis, très largement on associe cette lutte et l'histoire de cette lutte avec la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Et donc il y a une continuité historique qui est revendiquée dans la lutte abolitionniste aujourd'hui aux États-Unis entre la lutte pour l'abolition de la prison et la lutte qu'il y a eu pour l'abolition de l'esclavage, avec pour dire les choses un petit peu rapidement, l'idée que les prisons d'aujourd'hui sont les plantations d'hier et que la prison aujourd'hui et le travail en prison est une nouvelle forme d'esclavage. Quand tu parles justement de cette continuité, c'est justement une continuité sur laquelle insistent à la fois Jackie Wang et Michel Alexander, puisque Michel Alexander défend l'idée que la nouvelle incarcération de masse à partir de la guerre contre la drogue dans les années 80 et la surenchère sécuritaire et répressive, notamment dans les années 90 sous Bill Clinton, a mené donc au fait que une partie très importante des hommes afro-américains, même s'il y a aussi des femmes afro-américaines qui ont été pris dans cette incarcération de masse, mais disons un nombre très important d'hommes afro-américains ont été incarcérés ou sont en probation ou sont en liberté conditionnelle. Et donc ces millions d'hommes afro-américains qui sont pris dans ce système pénal et carcéral, souvent pour des questions liées à la drogue, eh bien, ces hommes, non seulement parfois sont incarcérés pour des périodes extrêmement longues, voire condamnés à la peine de mort, mais plus généralement, ce que dit Michel Alexander, c'est qu'ils sont privés d'un certain nombre de droits, et ce qui fait qu'on se retrouverait dans une situation avec la perte du droit de vote, la perte de droits essentiels, du droit au logement, la perte du droit à l'assistance sociale, etc., etc., que ces hommes afro-américains et leurs familles, qui sont aussi des victimes collatérales de ce système, se retrouveraient dans une situation qui ressemblerait à l'esclavage, ou disons qui serait une reconfiguration du système esclavagiste puis ségrégationniste, qui démontrerait les limites voilà, de ce dont on parle, la société post-raciale. Et par exemple, dans la 4e de couverture du livre de Michel Alexander, il y a cette citation que je trouve vraiment frappante. « Il y a plus d'adultes africains-américains sous main de justice aujourd'hui en prison, en mise à l'épreuve ou en liberté conditionnelle qu'il n'y en avait de réduits en esclavage en 1850. L'incarcération en masse des personnes de couleur est, pour une grande part, la raison pour laquelle un enfant noir qui naît aujourd'hui a moins de chances d'être élevé par ses deux parents qu'un enfant noir né à l'époque de l'esclavage. » Donc, est-ce que tu pourrais développer un petit peu sur la question de l'incarcération de masse et en quoi est-ce que ça constitue une reconfiguration du capitalisme racial aux États-Unis qui doit être vraiment pris au sérieux et qui souvent est méconnu en France? Alors on peut partir du constat que fait abondamment Michel Alexander, qu'il y a effectivement une surreprésentation parmi les personnes qui sont criminalisées, des Africains américains, mais plus généralement des minorités ethniques. Alors très concrètement, c'est par exemple le fait que parmi les personnes qui sont incarcérées, il y a environ un tiers de Noirs, alors que les personnes noires constituent environ 12% de la population.
Et à l'inverse, les personnes blanches représentent un tiers des personnes incarcérées, alors qu'elles constituent environ 64% de la population. Alors cette surreprésentation des minorités ethniques, elle n'est pas l'apanage des Africains américains ou des personnes noires. On le voit également pour les latinos ou les personnes hispaniques qui sont surcriminalisées par rapport aux personnes blanches. Cette réalité, elle est un petit peu en train de bouger. Depuis environ 2007, on a à la fois une baisse du nombre de personnes qui sont incarcérées et puis aussi une baisse de la surreprésentation des minorités raciales parmi les personnes qui sont incarcérées. Alors ça, c'est dû à des changements législatifs, en particulier sur les questions de l'usage et de la possession de certains produits stupéfiants qui ont contribué à atténuer les disparités ethniques, mais qui n'en restent pas moins extrêmement fortes. Alors, Michel Alexander dit assez clairement que cette criminalisation, qui n'est pas simplement l'incarcération, mais qui est également le fait que beaucoup de personnes se retrouvent en probation ou en liberté conditionnelle, a des effets extrêmement concrets sur leur vie matérielle et puis sur leurs droits. Donc c'est ce que tu évoquais, c'est par exemple l'accès au travail, la question de l'accès au logement, de l'éducation, des aides sociales, qui, pour les personnes qui ont été incarcérées ou qui sont en liberté conditionnelle ou qui purgent des peines de probation, vont se retrouver donc avoir des difficultés d'accéder à l'emploi, au logement, etc. Par exemple, pour l'accès à l'éducation, c'est le fait qu'un certain nombre d'universités demandent un casier judiciaire vierge. Alors certaines universités sont désormais engagées dans l'arrêt de demander le casier judiciaire. C'est une grosse campagne qui s'appelle Ban the Box, qui a été rejoint par un certain nombre d'universités, mais c'est ce qu'on peut dire encore de façon assez générale, que pour les personnes qui ont été criminalisées, l'extrême difficulté à accéder à l'éducation supérieure, et puis encore une fois à l'emploi, au logement, aux aides sociales. Et donc que dit Michelle Alexander, et ce qui est le titre de son ouvrage en anglais, elle parle de New Jim Crow, et donc elle fait référence aux lois Jim Crow qui ont été prises par les États, en particulier les États du sud des États-Unis, après la fin de l'esclavage, pour perpétuer la ségrégation raciale. Donc un certain nombre de lois qui certes reconnaissaient l'abolition de l'esclavage, mais permettaient de restreindre les droits des Africains américains et des Africaines américaines, donc leurs droits de vote, mais également des droits sociaux. Oui, et d'ailleurs, il y a même eu un journaliste qui a intitulé un de ses livres sur la période de la ségrégation, Slavery by Another Name. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça a changé, l'abolition de l'esclavage avec justement le 13e amendement à la Constitution américaine, qui est aussi le titre d'un excellent documentaire qu'on recommande au passage. Alors, le 13e amendement de la Constitution, donc, a été passé en 1865, abolit l'esclavage et interdit le travail forcé, avec, et ce qui est très important dans les analyses abolitionnistes aujourd'hui, c'est que il interdit l'esclavage et le travail forcé, sauf lorsque une personne a été condamnée pour un crime. Et donc, c'est ce 13e amendement qui permet le travail en prison aujourd'hui dans des conditions qui sont extrêmement proches de celles de l'esclavage, dans la mesure où le travail est parfois obligatoire dans certains États et que lorsqu'il est payé, il est à peine payé. Lorsqu'on dit qu'il est à peine payé, il s'agit parfois de quelques centimes par jour de travail, avec des formes de travail qui sont extrêmement diverses, mais qui incluent des travaux agricoles et des formes de travail ouvrier. Et donc, ce 13e amendement, il se retrouve au cœur des mobilisations abolitionnistes, mais aussi des analyses abolitionnistes qui mettent l'accent sur les formes de continuité qu'il y a eu entre le système esclavagiste et l'incarcération des Africains américains. Pourquoi ?
parce que lorsque les plantations d'esclaves ont été fermées, ce qui s'est passé dans beaucoup d'États du Sud, c'est que les entreprises privées, les industries agricoles ont eu la possibilité de louer les services des personnes incarcérées, donc des personnes placées sous main de justice. Et à cette époque-là, l'extrême majorité des personnes qui étaient incarcérées étaient des personnes africaines-américaines. Et donc, en quelques années, on a eu des personnes qui auparavant étaient esclaves sur des plantations, qui se sont retrouvées à faire quasiment le même travail, mais pour des employeurs privés. Oui, et ça, c'est à cause justement des lois sur le vagabondage, en gros, qui faisaient que dès que la police trouvait une personne africaine-américaine qui n'était pas en train de travailler, elle était arrêtée pour vagabondage et condamnée pour ça, ce qui fournissait voilà cette main-d'œuvre gratuite qui remplace l'esclavage. Tout à fait. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que il y avait au tournant du 19e et 20e siècle des blancs et des blanches qui étaient incarcérés, mais qui ne se retrouvaient pas forcément à faire du travail forcé. Hein, on l'a vu notamment dans tout le sud des États-Unis, où la main-d'œuvre carcérale a été utilisée pour la construction d'infrastructures, hein, que ce soit les routes, les chemins de fer, la construction de ponts. Et les prisonniers qui étaient employés pour ces constructions-là étaient quasiment exclusivement des Noirs. On l'a vu aussi du côté des femmes qui étaient détenues, pour lesquelles le travail en domesticité a été largement utilisé. C'est-à-dire que dans le sud des États-Unis, on a vu des employeurs privés recourir à des femmes détenues pour faire du travail domestique. Hein, ils recouraient à des femmes noires. Et là encore, hein, la continuité avec le système de l'esclavage est extrêmement frappant. Un exemple contemporain extrêmement frappant de la continuité qui existe entre le système plantationnaire et le système carcéral est celui de la prison d'Angola en Louisiane. C'est une prison qui doit son nom à la plantation qui existait auparavant, hein, sur ces mêmes terres, et qui s'appelait Angola parce que les esclaves qui travaillaient sur cette plantation venaient donc de la région d'Afrique qui ensuite est devenue le pays Angola. Et donc lorsque l'abolition de l'esclavage a été passée, ce sont finalement des fermiers qui ont récupéré les terres et ont eu la possibilité de louer de la main-d'œuvre qui finalement n'a pas vraiment changé en termes de recrutement et donc a constitué pour l'essentiel des hommes noirs. Aujourd'hui, la prison d'Angola est une prison d'État, c'est une prison de l'État de Louisiane, avec des Africains américains qui constituent l'essentiel des personnes qui y sont incarcérées. Et cette prison d'Angola est quasiment en autosubsistance, c'est-à-dire que le travail y est obligatoire, donc travail à la fois de récolte des fruits, des légumes, élevage d'animaux, hein, ce qui permet à la prison d'Angola d'être en autosubsistance. Donc c'est sans doute un des exemples les plus caricaturales de cette continuité historique, mais en même temps c'est ce qu'on va retrouver dans beaucoup de prisons du sud des États-Unis avec ce travail obligatoire et cette surreprésentation des personnes africaines-américaines. Et justement, cette surreprésentation, si on avance dans le temps, elle est liée au fait que dans les années 80, donc Ronald Reagan déclare la guerre à la drogue. Bon, même si on peut relever l'ironie qu'en même temps, les États-Unis soutenaient des guérillas contre-insurrectionnelles qui elles-mêmes se finançaient grâce à l'argent de la drogue. Mais enfin, passons. Ce qui est intéressant dans cette guerre à la drogue, c'est que on peut la voir surtout comme une guerre aux communautés africaines-américaines et plus généralement vis-à-vis des minorités, puisque on sait aujourd'hui que il n'y a pas de différence significative entre les différentes races entre guillemets aux États-Unis en termes de consommation de drogue. Il n'y a pas non plus de différence en termes de deal. Donc ça, c'est quelque chose que Michel Alexander montre notamment dans son introduction. Et donc, cette guerre à la drogue, en réalité, elle était extrêmement ciblée puisqu'on a arrêté quasiment exclusivement
des personnes racisées. Et c'est vraiment cette guerre à la drogue qui a fait exploser les taux d'incarcération à partir des années 1980, ce qui fait que les États-Unis a une population carcérale aujourd'hui qui est la plus importante du monde, qui a un taux d'incarcération par habitant qui est énorme puisque on approche quasiment de 1 habitant sur 100 qui est en prison. Et si on rajoute tous ceux qui sont en probation ou en liberté conditionnelle, on a plutôt 2 ou 3% de la population américaine qui est prise là-dedans. Mais si on le rapporte à la population afro-américaine et puis d'autres minorités, là, on est sur des pourcentages beaucoup plus importants, un tiers à la moitié des adultes africains-américains en l'occurrence. La question de la guerre à la drogue et de la manière dont ça a amené l'incarcération de masse est incontestable. On est entre les années 80 et les années 2000 à une multiplication par 5 des personnes qui sont incarcérées, avec une extension des types de mesures qui produisent des formes de criminalisation et de supervision extrêmement diverses. Donc ça, c'est une observation sur laquelle tout le monde s'accorde. Après, il y a quand même quelques débats sur la causalité de l'incarcération de masse et est-ce qu'il s'agit uniquement de la guerre à la drogue comme événement historique, ou alors est-ce qu'il faut regarder un petit peu autour, faire une généalogie qui procède de l'abolition de l'esclavage et de la reconfiguration des rapports de race et du capitalisme. Est-ce que il faut juste parler des décisions liées à la guerre à la drogue, ou est-ce que on peut voir des prémices dès les années 60 avec un certain nombre de mesures prises par les libéraux et par un certain nombre d'États qui vont permettre d'étendre le filet pénal. Donc, il y a un certain nombre de débats sur les explications historiques qu'on peut donner à ce moment des années 80 où, encore une fois, le constat ne fait pas débat de l'explosion du nombre de personnes qui sont judiciarisées et criminalisées. Alors là aussi, comme tu l'évoquais, si on regarde un petit peu plus dans le détail, comment on passe de nouvelles lois à l'explosion des personnes qui sont incarcérées, il y a essentiellement 2 choses qui sont importantes. C'est d'abord l'activité policière. L'activité policière avec ce qu'on appelle le profilage ethnique, en français le délit de faciès, qui renvoie au travail policier de décider ou pas d'interpeller quelqu'un, ce travail-là étant lié à des stéréotypes raciaux. Et ces stéréotypes raciaux, ils ne sont pas uniquement le fait de policiers blancs. Ce qu'on observe, c'est que les policiers issus des minorités ethniques ont tendance aussi à reproduire ce genre de stéréotypes, ce qui est lié aussi à des formes de socialisation à l'institution policière. Or, le travail policier, en reproduisant ce stéréotype ethnique qui est donc que les Africains américains, les minorités latinos seraient davantage consommateurs de produits stupéfiants, impliqués dans le trafic de stupéfiants, va créer un filtre qui fait que, de façon assez mécanique, si les policiers n'interpellent que des personnes issues des minorités ethniques, au fil de la chaîne pénale, on va retrouver essentiellement des personnes issues de ces minorités ethniques. Le deuxième niveau de ce travail du système pénal pour surcriminaliser les personnes de ces minorités ethniques, c'est les décisions judiciaires. Et il y a là quelque chose d'important à comprendre dans le système états-unien, c'est celui des grilles de peine, c'est-à-dire des peines qui sont automatiquement prononcées, alors ce qu'on a connu en France avec les peines planchers, mais de façon beaucoup moindre que le système états-unien. C'est-à-dire que les juges ont assez peu de marge de manœuvre pour le prononcer des peines. À l'extrême, ça a été le système des peines de perpétuité prononcées de manière systématique lorsque les personnes avaient déjà été condamnées 2 fois. Donc ça, on en a souvent entendu parler en France avec des exemples qui semblaient caricaturaux, mais qui étaient extrêmement réels, de personnes qui étaient condamnées pour la 3e fois pour des vols, parfois des vols
pour des montants extrêmement faibles. Il y avait un exemple célèbre de quelqu'un qui avait été condamné pour un vol de pizza. C'était sa 3e condamnation et donc condamné de façon automatique à la perpétuité. Et donc ces 2 niveaux, le premier niveau étant celui du travail policier, le deuxième niveau étant celui du travail des juges avec ces grilles de peine, font que de façon très automatique, on a eu une explosion du nombre de personnes issues des minorités qui se sont retrouvées criminalisées. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, ce que dit Jackie Wang, c'est que en plus d'être surcriminalisé à la fois par la police et par la justice, ces 2 instances du système pénal et carcéral, la police et la justice, sont également des instances d'extorsion dans le sens où, et pour des raisons un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'elles montrent comment est-ce que la police dans pas mal de villes des États-Unis alimente une partie du budget de municipalités en faillite ou alors très endettées, alimente ce budget par des amendes qui visent avant tout les minorités raciales. Ce qui fait que parfois 10, 20 ou 30% d'un budget municipal viennent de ces amendes et contraventions. Et comme on sait que voilà, la dette municipale est principalement détenue par les classes dominantes et qu'elles font une partie de leur argent avec les taux d'intérêt de leurs prêts aux municipalités, eh bien, on peut dire que c'est une forme d'extorsion qui va des classes les plus pauvres, racisées, vers les classes dominantes en majorité blanches. Et on retrouve ce même système d'extorsion de manière un peu différente au niveau de la justice, comme le dit Jackie Wang, puisqu'il y a une partie des activités de la justice qui sont financées par les frais de justice que payent ceux qui sont pris dans la machine judiciaire, ce qui fait que, évidemment, il y a une incitation dans les 2 cas à mettre un maximum de contraventions et d'amendes pour remplir le budget municipal du côté de la police. Alors, c'est vrai que le système pénal états-unien est assez imaginatif en matière d'extorsion. Alors, c'est toujours important de rappeler, lorsqu'on parle des États-Unis, qu'on a affaire à un État fédéral, donc à 50 États qui ont leurs particularités. Et puis, la police est aussi extrêmement diverse selon les juridictions, selon les comtés, avec un système d'élection du shérif localement. Donc, aussi des impératifs économiques, puisque le shérif et donc les départements de la police sont extrêmement proches des citoyens en termes de rapports politiques, d'élections, etc. Alors, il y a énormément d'exemples comme ceux que tu évoquais, qui sont particulièrement frappants, mais un exemple qui me paraît assez intéressant également et qui permet de mesurer que signifie d'être criminalisé aux États-Unis, c'est la question du bracelet électronique. Et plus largement, des peines de probation ou des peines qu'on dirait un peu rapidement en France alternatives. Aux États-Unis, dans la plupart des juridictions, la mise sous bracelet électronique n'est pas une mesure gratuite, comme elle l'est en France. Aux États-Unis, lorsque il y a une mesure de mise sous bracelet électronique, c'est à la charge de la personne qui est condamné à cette mesure. Le fait même de retirer le bracelet coûte de l'argent. Et on a des personnes qui se retrouvent à ne pas avoir assez d'argent pour se faire retirer le bracelet électronique. C'est souvent la mise sous placement électronique, au moins une centaine de dollars par mois, alors auquel va s'ajouter parfois des rendez-vous chez un agent de surveillance. On sait que aux États-Unis, lorsqu'on est pauvre et qu'on est dans l'obligation d'utiliser les transports en commun, c'est beaucoup plus compliqué que en France. C'est aussi la question du paiement des cautions. C'est-à-dire que les cautions sont beaucoup plus répandues que ça l'est en France. En France, c'est des mesures extrêmement rares. Les cautions coûtent extrêmement cher.
hein, évidemment pour les personnes issues des milieux populaires. Et il faut savoir que c'est une réalité, hein, du système carcéral. C'est-à-dire que n'importe où il y a une maison d'arrêt aux États-Unis, autour de la maison d'arrêt, on va voir, hein, des bureaux qui proposent le paiement de caution avec des taux d'intérêt exorbitants auxquels les personnes se retrouvent obligées de contribuer. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on voit qu'il y a à la fois, par ce système pénal et carcéral, une extorsion de surtravail dans les prisons sous la forme d'une production de marchandises avec des salaires ridiculement bas. Et d'un autre côté, on a une extorsion par différentes instances de l'argent des classes populaires majoritairement racisées aux États-Unis, ce qui fait que on retrouve dans le système pénal et carcéral les deux principaux modes d'exploitation aux États-Unis et de manière plus générale, un mode d'exploitation capitaliste qui a notamment cette composante racialisée avec des salaires très bas, une précarité notamment pour les classes populaires racisées, et puis d'autre part l'extorsion fiscale par l'État qui là n'est même pas égale pour tous, hein, un petit peu comme dans un modèle libéral, mais qui est même inverse. C'est-à-dire que finalement, les classes populaires racisées se retrouvent plus extorquées par les différentes instances politiques que les classes riches. Ce qui constitue un peu l'inverse complet du paradigme de la progressivité de l'impôt, etc., etc. Alors cette extorsion, on la voit à l'œuvre sur les personnes qui sont judiciarisées, sur les personnes qui sont en prison avec le travail carcéral, mais on le voit aussi à l'œuvre sur les proches de prisonniers, de multiples façons. On le voit, et c'est peut-être pas le secteur le plus important, mais par exemple sur le développement des entreprises qui sont censées rendre service aux proches en offrant des modes de transport jusqu'aux prisons. Il faut savoir que aux États-Unis, les prisonniers se retrouvent incarcérés souvent bien plus loin de leurs proches que ça n'est le cas déjà en France. Hein, donc on a souvent des proches de prisonniers qui vont faire une nuit de bus, hein, pour aller rendre visite au parloir. Hein, il y a des bus qui partent de grandes villes américaines pour aller vers des prisons qui se situent au fin fond des États. Donc on a le développement de compagnies de bus privés ou de navettes privées. Puis l'autre chose à laquelle les proches sont de façon extrêmement concrètes confrontées lorsque ils ont des personnes qui sont dans le système, c'est tout ce qui est messagerie et téléphonie. Et cette messagerie et cette téléphonie est maintenant pour l'essentiel développée par des entreprises privées. Le grand acteur de ce système-là, c'est JP. En fait, on a une nébuleuse d'entreprises privées avec des gros acteurs de ce champ économique comme CoreCivic ou GEO qui font des bénéfices de l'ordre de plus de 3 milliards de dollars par an. Ces sociétés, elles reposent sur un modèle économique qui est extrêmement avantageux pour les administrations pénitentiaires. Ces entreprises proposent de la messagerie électronique et de la vidéoconférence, ce qui permet aux prisons de ne plus faire ce travail-là, c'est-à-dire de ne plus avoir de surveillants qui lisent le courrier des prisonniers, le distribuent, qui sont au parloir et qui font les contrôles des visiteurs. Hein, on a un système qui est dématérialisé, qui permet à ces entreprises de même reverser une part des bénéfices aux administrations pénitentiaires. Et donc, leur fonctionnement, c'est la vente, alors pour souvent une centaine de dollars, voire la distribution gratuite aux prisonniers de tablettes, alors des tablettes qui sont évidemment beaucoup plus sommaires que les tablettes qu'on va nous connaître à l'extérieur, et qui permettent donc aux prisonniers de recevoir des messages électroniques, mais aussi d'acheter du contenu, alors du contenu de l'ordre de morceaux de musique, des contenus parfois pédagogiques, des livres aussi. Alors évidemment tout ça n'est pas gratuit.
On a déjà posé le fait que les prisonniers, lorsqu'ils ont accès au travail en détention, c'est un travail qui est sous-payé et qui ne permet en fait pas l'achat de ces contenus. Et donc pour l'essentiel, l'utilisation de ces tablettes et des services qui y sont liés repose sur les proches, avec un modèle qui est celui d'abord de concurrencer le système postal, donc en proposant l'envoi d'emails à des prix qui sont moins chers que l'envoi de timbres, puis qui ont l'avantage d'être immédiats, d'être aussi traçables, hein, donc on garde la trace de l'envoi d'un message électronique. Et puis l'autre aspect, c'est la vidéoconférence, qui est généralement d'abord mise en place comme un supplément des visites, donc des parloirs, et qui en général, finissent par remplacer les visites. Et donc, les administrations pénitentiaires suppriment les visites qui se font en personne, donc qui se font dans les locaux des prisons, et à la place proposent uniquement ces vidéoconférences, hein, qui coûtent généralement autour de $1 par minute. Alors, ce qui est donc au bénéfice des administrations pénitentiaires, puisqu'ils n'ont plus cet espace-là dans leur mur, hein, l'espace des parloirs. Ils n'ont plus besoin d'avoir de personnel affecté à leur surveillance. Mais ce qui est intéressant à voir lorsque on parle de la façon dont les populations les plus pauvres sont affectées par l'existence de la prison, c'est que beaucoup de ces populations n'ont pas l'équipement informatique qui permet d'utiliser ces services, hein. Ils n'ont pas forcément des smartphones ou des ordinateurs. Et donc, les administrations pénitentiaires permettent l'utilisation d'ordinateurs dans leurs locaux, qui là aussi sont payants. Et donc, on a des proches de prisonniers qui, auparavant, se rendaient à la prison pour visiter leurs proches, mais se retrouvent aujourd'hui à aller dans ces mêmes prisons pour utiliser en fait des plateformes informatiques qui leur permettent de communiquer avec leurs proches qui sont à quelques mètres de là, hein, mais avec lesquels elles vont communiquer à travers ces ordinateurs. Alors cet aspect de la marchandisation des rapports entre les prisonniers et leurs proches, Jackie Wang l'évoque très bien, à la fois dans son analyse de ce qu'est le capitalisme carcéral, mais aussi à un niveau beaucoup plus personnel, lorsqu'elle évoque son frère qui est incarcéré à perpétuité dans une prison de Floride, et qu'elle évoque ce que ça a changé pour lui et pour ses rapports avec ses proches, cette introduction de la vidéo conférence. Elle l'évoque à mon sens extrêmement bien, les avantages que l'on peut avoir à la fois en tant que proche et en tant que prisonnier, de ces formes de communication qui sont extrêmement immédiates, hein. Elle évoque comment ça permet à son frère de voir la maison familiale, de voir des choses qui lui semblent importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre d'applications qui existent, qui peuvent se mettre sur les smartphones, qui permettent d'envoyer de façon instantanée une photo qui est prise comme ça à l'extérieur avec un smartphone. Et donc, on peut vraiment avoir cette sensation d'être constamment en lien avec la personne qui est incarcérée. Mais en même temps, ça va avec énormément de déshumanisation. Et c'est d'ailleurs pas un hasard que ces entreprises qui proposent aux prisonniers et à leurs proches ces formes de vidéoconférences, d'échanges de contenu, sont également très actives dans ce qu'on appelle l'e-médecine, c'est-à-dire des consultations à distance, hein, le fait que de plus en plus, les prisonniers, plutôt que d'avoir accès à des médecins, vont se retrouver en face d'écrans d'ordinateur à consulter un médecin, hein, qui peut se retrouver parfois à des centaines de kilomètres. Oui, c'est intéressant là-dessus parce que là, on arrive sur peut-être les aspects les plus intéressants finalement du travail de Jackie Wang. C'est justement sa capacité à aller au-delà du constat, voilà, de Michel Alexander, de l'incarcération de masse, et aussi de voir un peu les nouvelles tendances du capitalisme carcéral. Et donc, il y a cet aspect dont tu viens de parler, mais il y a aussi la question des algorithmes que je trouve extrêmement intéressant. Puisque une des critiques à l'institution policière, ça a été voilà le délit de faciès, le contrôle au faciès, avec l'idée que finalement le problème c'était le fait que les policiers étaient racistes, finalement que le racisme était une espèce de facteur subjectif. Et donc il y a eu pour faire face à la crise de la légitimité de l'institution policière, hein, qui est liée notamment
a un nombre de meurtres de personnes racisées incroyable. Aux États-Unis, il y a à peu près 1000 personnes qui meurent chaque année sous les balles de la police, dont une grande partie sont des personnes racisées et notamment afro-américaines. Donc, face à cette crise de la légitimité des institutions policières, il y a des entreprises, notamment Predpol, qui ont proposé des logiciels qui, plutôt que les policiers patrouillent au hasard et donc en fonction de préjugés racistes, patrouillent en fonction de ce que, à la lumière des données des années précédentes, les algorithmes ont calculé comme étant les zones les plus criminogènes. Et donc, les policiers vont avant tout patrouiller dans les zones qui sont criminogènes de manière objective. Ce qu'explique Jackie Wang, c'est qu'en réalité, comme ces données avaient été elles-mêmes le produit de biais racistes de la part de la police, finalement le caractère raciste des patrouilles policières va se maintenir, mais sous un aspect objectif. Donc est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la montée en puissance de cette police prédictive qui se prétend race blind? Alors, il y a quelque chose sur lequel je voulais brièvement revenir lorsque tu évoques le nombre de personnes qui sont tuées par la police aux États-Unis. C'est tout à fait pertinent de souligner la proportion extrêmement importante de personnes noires et africaines-américaines en particulier qui sont victimes de la police. Mais il y a aussi, ça me semble également important de le souligner, une proportion importante de personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Et c'est de plus en plus dans la critique radicale qui peut être faite de la police, une dimension extrêmement importante parce que c'est lié à une question plus générale de l'accès aux soins pour les personnes souffrant de troubles psychiques aux États-Unis ou de personnes ayant des handicaps. Il y a des cas qui ont été beaucoup plus médiatisés que d'autres, de personnes étant sourdes par exemple, qui ont été blessées voire tuées par la police. Et puis un certain nombre de malades qui, en raison de la difficulté d'avoir accès à des soins ou à des structures d'hébergement, se retrouvent dans la rue en étant dans des situations de crise et vont se retrouver victimes de la police. Alors, l'autre question que tu évoques, c'est celle de la police prédictive. En fait, la police prédictive, elle est en partie basée sur une approche géographique, c'est-à-dire le zonage, et donc le travail policier qui va se focaliser sur des zones qui, selon les algorithmes, seraient plus criminogènes. Et je pense que tu as eu tout à fait raison de rappeler que, en fait, les algorithmes sont nourris de statistiques qui elles-mêmes comportent des biais racistes. Il y a également des biais qui sont liés au recueil des données, de quelle manière, en fait, les policiers vont nourrir ces algorithmes. Alors très clairement, c'est dans certains quartiers, certains faits vont être davantage rapportés que dans d'autres. Et puis certains faits sont davantage rapportés lorsque l'auteur est d'une minorité raciale plutôt que lorsqu'il est blanc. Ça, on le sait par exemple sur les viols et agressions à caractère sexuel. On sait que les victimes ont tendance à davantage rapporter des faits lorsque l'auteur n'est pas blanc. Donc tout ça fait que l'algorithme qui nous est vendu comme étant neutre, contrairement aux policiers et policières, en fait s'avère extrêmement biaisé racialement et puis biaisé aussi sur des questions de classe, puisque aux États-Unis, c'est consubstantiel. Les quartiers pauvres sont des quartiers où habitent les minorités raciales et vice-versa. Et donc, ces logiciels et ces algorithmes vont conforter qu'il y ait davantage de travail policier dans ces zones. Alors, la police prédictive, donc, elle peut se baser sur une approche qu'on pourrait dire géographique, mais une autre partie de cette police prédictive applique des algorithmes sur des individus. Et là, c'est un autre type de critique qu'on peut faire. Alors, le cas le plus célèbre étant celui de Chicago, où la police a vraiment développé ce genre de pratique, avec des individus qui vont être convoqués par la police
Alors parfois convoqués individuellement, parfois convoqués dans des groupes, où on leur dit, mais en fait là, vos indicateurs indiquent des possibilités de passage à l'acte. Et là, donc c'est basé sur des données telles que proximité avec des gangs, condamnation précédente avec des gangs, le fait d'avoir été témoin de certains faits, où on passe assez vite du statut de témoin à auteur potentiel. Et dans tous les cas, les sociétés qui fournissent ces logiciels et qui développent ces algorithmes nous promettent que c'est neutre d'un point de vue racial, en promettant notamment de ne pas recueillir de données sur la race des individus, mais en fait, ne pas recueillir la race ne permet pas en fait de garantir la neutralité raciale, puisque un certain nombre d'autres critères permettent finalement de se passer de la donnée raciale pour la rendre à partir, par exemple, du lieu d'habitation, du type de condamnation subi par la personne. Ce que dénonce aussi par rapport à ça Jackie Wang dans Capitalisme carcéral, c'est le fait que finalement cette prédiction ciblée, lorsqu'elle s'applique à des individus, tente à devenir une espèce de prophétie autoréalisatrice. Alors, un autre problème qui existe avec le développement de ces logiciels et de ces algorithmes et de ce qu'on appelle en général la police prédictive, c'est leur caractère autoréalisateur. C'est-à-dire que autant lorsque on envoie plus de patrouilles policières dans un quartier ou lorsque on indique qu'une personne est davantage à risque d'un passage à l'acte, en faisant tout cela, on risque en fait d'obtenir ce qu'avait prévu le logiciel. C'est-à-dire que si on envoie plus de policiers dans un quartier, on risque de façon assez mécanique d'observer davantage de cambriolage parce qu'il va y avoir un aspect proactif du travail policier, où là où peut-être un cambriolage n'aurait pas été déclaré, là le cambriolage va être déclaré parce que il y avait plus de policiers. Et donc là on est dans une logique à la fois de vous voyez bien, il y a eu un cambriolage qui a été commis, et puis ça va nourrir l'algorithme qui va de fait dire il y a un risque supérieur qu'un cambriolage soit commis. Et puis, lorsque la police prédictive est appliquée au niveau d'individus, là aussi, il y a une dimension autoréalisatrice parce que les personnes se retrouvant davantage l'objet de contrôle, davantage de surveillance, elles ont un risque d'être coupées de leurs ressources de subsistance, peut-être d'être moins disponibles pour être à la recherche de formation ou de travail, que le fait d'être l'objet de mesures pénales va rendre plus difficile leur accès au travail. Et donc, de façon un petit peu inéluctable, ces personnes étant sous l'œil de la police, certains faits qu'elles peuvent commettre va avoir davantage de risques d'être criminalisés que pour des personnes pour qui l'algorithme dit qu'elles ne sont pas à risque de commettre des délits ou des crimes. Alors peut-être pour finir sur le cas des États-Unis, on peut expliquer brièvement l'argument que fait Jackie Wang dans Capitalisme carcéral sur l'innocentisme. Ce qu'elle critique dans une bonne partie par exemple du mouvement des droits civiques aux États-Unis et notamment de la communauté afro-américaine, c'est le fait que à la fois sur le traitement des Afro-Américains par le système pénal et carcérale, et à la fois sur la question des meurtres racistes, eh bien, il y a certains cas qui vont être dénoncés comme le cas de la pauvre victime innocente, et puis d'autres cas qui vont être complètement laissés à l'abandon, parce que finalement, la personne avait quand même quelque chose à se reprocher, elle avait quand même consommé de la drogue, ou effectivement, elle pouvait avoir l'air menaçante, ou effectivement, elle avait un casier judiciaire, etc. Et ce que je trouve très fort dans l'argumentation de Jackie Wang, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de contester le fait que la justice, la police, la prison s'en prennent à des personnes innocentes au regard des lois, mais aussi que les personnes qui sont effectivement coupables au regard de la loi, pour telle ou telle raison, eh bien, ces personnes-là doivent aussi être défendues, notamment lorsque ces lois sont complètement injustes, et leur application d'ailleurs aussi.
comme par exemple dans le cas de la drogue. Alors, c'est vrai que c'est un morceau important de son livre et de son argumentation, et ça me semble particulièrement bienvenu parce que malheureusement, parfois les critiques de la prison ou de la police ont tendance à s'appuyer sur ce type d'argumentation, donc qu'on peut appeler innocentiste. Et ce type d'argumentation, alors elles sont pas nouvelles, hein, c'est de défendre les personnes qui sont incarcérées ou les personnes victimes de la police, en disant en gros mais ces personnes-là ne méritaient pas le traitement qui leur est fait parce que elles seraient plus innocentes que l'essentiel des personnes qui sont victimes de ces institutions, que ce soit l'institution carcérale ou l'institution policière. Ce type d'argument, on le retrouve pas uniquement dans les luttes abolitionnistes, hein, on va le retrouver par exemple sur les sans-papiers, lorsque on a des arguments qui partent souvent de bons sentiments, mais vont dénoncer le scandale d'avoir des enfants dans les centres de rétention, par exemple, hein, ou les enfants et les femmes, hein, comme étant particulièrement scandaleux, ou lorsque on s'oppose aux expulsions en s'appuyant sur le cas des enfants, ce qui, en contrepartie, ne dit pas l'illégitimité d'expulser des personnes dépourvues de titre de séjour. Cet argument innocentiste, on le retrouve dans les luttes contre l'institution policière ou contre l'institution carcérale, lorsque on évoque des personnes qui sont victimes de la police, mais qui étaient de bons citoyens, lorsqu'on dit mais les personnes qui sont malades ou les personnes qui sont usagères de produits stupéfiants n'ont rien à faire en prison. Ce type d'argument, il a été dénoncé hein, dans les débats abolitionnistes comme permettant finalement de légitimer l'existence de l'institution policière et de l'institution carcérale. Parce que le projet abolitionniste, c'est bien d'abolir la police, d'abolir la prison. Or, lorsqu'on a en tête que ce type d'argument constitue une impasse, on voit comment il est très facilement déployé. Il est aussi déployé par la police ou par la prison elle-même pour se défendre. Je pense que le cas de la mort de Cédric Chouvira le prouve. Hein. On a eu très vite des informations qui nous ont été données, comme quoi il roulait sans permis ou il aurait eu des amendes, etc. Donc une façon de nous faire entendre que la responsabilité de son décès ne revenait pas totalement à la police, hein, mais qu'il aurait une forme de responsabilité dans le drame qui s'est produit. Alors ce type d'argument, il a été beaucoup discuté parce que le projet abolitionniste est souvent discuté sous l'angle des personnes dangereuses. Qu'il y aurait des personnes dangereuses dont on ne saurait que faire si on abolit la prison. Et je pense que, comme le dit Jackie Wang, l'innocentisme est forcément une impasse. On est obligé de réfuter cet argument, en tout cas de ne pas appuyer le projet abolitionniste sur l'innocence de certains ou certains qui ne mériteraient pas le sort que leur fait la police ou le sort que leur fait l'institution carcérale. Oui, et justement, puisque tu as glissé juste un exemple français dans ta démonstration, est-ce qu'on peut peut-être finir en essayant voilà, de tirer des leçons du cas américain pour la France, aussi de voir un peu les différences qui existent, en même temps les similitudes et la fameuse question de est-ce que les États-Unis, c'est l'avenir de la France en matière pénale et carcérale ou pas? Alors à première vue, ce qui frappe, c'est la différence. C'est la différence entre les États-Unis et la France parce que comme on l'a évoqué au cours de l'entretien, le taux d'incarcération aux États-Unis est sans commune mesure avec ce qui existe en France. Hein. On est de l'ordre de 1 à 10, c'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus en proportion de personnes qui sont incarcérées aux États-Unis qu'en France. Et il y a d'autres différences qui sont liées au développement des industries liées au secteur pénal. C'est-à-dire que le secteur économique que j'évoquais tout à l'heure qui
tire bénéfice de l'existence de la prison en développant des services entre les prisonniers et leurs proches. Ce secteur-là n'est pas développé en France comme il est aux États-Unis. Après, il faut un petit peu nuancer cette première impression qu'on peut avoir. Tout d'abord parce que en France, on a 65% des personnes incarcérées qui sont dans des établissements à gestion privée. Alors, c'est des gestions déléguées, c'est pas des prisons privées comme il en existe aux États-Unis. Et si aux États-Unis, on a un secteur qui tire des bénéfices extrêmement importants de l'existence de la prison, il faut savoir que c'est seulement 8,5% des prisonniers qui sont dans des établissements privés. Et donc, finalement, c'est une réalité beaucoup plus fréquente pour les personnes qui sont incarcérées en France que pour les personnes qui sont incarcérées aux États-Unis, d'être dans des établissements où il y a une gestion privée. L'autre point de discussion, c'est la question ethnique. Il faut savoir qu'en France, avec l'interdiction des statistiques ethniques, on est toujours embarrassé pour quantifier la proportion de personnes issues des minorités ethniques ou issues de l'histoire coloniale et des migrations qui sont incarcérées. Mais cette difficulté de quantifier cette proportion n'empêche pas de dire que on sait de façon ferme qu'il y a une surreprésentation des personnes issues de l'histoire des migrations et de l'histoire coloniale, avec des mécanismes qui sont en partie similaires à ceux qu'on voit aux États-Unis et que décrit à la fois Michelle Alexander et Jackie Wang, qui sont liés au travail policier, au travail des juges, du type de décisions qui sont prises. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a évoqué le travail policier et le travail des juges, il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important en France pour expliquer la surreprésentation des personnes racisées en prison, c'est aussi la question des drogues et de la criminalisation du cannabis en particulier. C'est à ce titre que je pense que la question de la décriminalisation du cannabis a un enjeu extrêmement important, aussi dans la lutte pour les prisonniers et à moyen terme pour l'abolition des prisons. Oui, on voit qu'il y a effectivement des similitudes assez fortes entre la criminalisation des populations racisées aux États-Unis et en France, même si elle prend des proportions plus importantes aux États-Unis. Mais on voit que, encore une fois, l'incarcération liée à la drogue est quelque chose qui est commun aux cas états-uniens et français. Également, le fait que, même si on peut supposer qu'en France aussi, finalement, les blancs et les racisés ont une consommation de drogue relativement similaire, eh bien c'est voilà, les consommateurs de drogue racisés qui vont être plus ciblés par la police. Et on sait que lorsque des dealers blancs sont arrêtés par la police, ils ont également beaucoup moins de chances d'être condamnés que lorsqu'il s'agit de dealers racisés. Je pense que cette question, elle peut aussi, dans le cadre français, se poser très concrètement avec deux cas de figure, qui est tout d'abord l'incarcération de femmes qui viennent pour l'essentiel de pays d'Amérique latine, mais aussi de ce qu'on appelle les dom-tom, et donc des territoires colonisés par la France, qui sont incarcérés donc sur le territoire métropolitain pour du trafic de stupéfiants, enfin transport de stupéfiants. Et là, on a affaire à des peines qui sont assez spécifiques à une catégorie de femmes. Et puis, c'est la question des personnes qui sont criminalisées dans les territoires colonisés par la France, et donc les dom-tom, qui se retrouvent pour certaines d'entre elles à être transférées sur le territoire métropolitain. Et là, on a affaire à des peines qui ont ce caractère extrêmement violent, qui est lié à l'éloignement de leurs proches et aussi au réseau de solidarité communautaire qu'elles avaient dans les territoires dont elles sont originaires. Et c'est une dimension de la colonisation actuelle de la France, d'avoir ce système pénal et de criminaliser ces personnes-là avec les spécificités qui vont avec pour elles. Souvent, quand on pense effectivement à la surcriminalisation des populations racisées, on pense beaucoup à la France métropolitaine, à l'Hexagone, mais en réalité, ces réalités de surcriminalisation sont encore plus prégnantes dans les territoires néocoloniaux français, qu'il s'agisse des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer. Et effectivement, c'est important de rappeler le fait que ces logiques racistes jouent encore plus là-bas où la dimension coloniale
est particulièrement prégnante. Bon, en tout cas, merci beaucoup Gwenola Ricordo de nous avoir parlé de cette dimension raciste et capitaliste du système pénal et carcéral aux États-Unis, mais aussi, comme on a pu le voir à la fin de cette émission, en France. Sur ce dernier aspect, je renvoie également à une émission que nous avions fait il y a quelques années avec Nadia Méninger du collectif L'Envolée. Et bon, pour les personnes qui seraient donc intéressées par approfondir ces questions, on recommande évidemment la lecture de Capitalisme carcéral de Jackie Wang aux éditions Divergence, et puis également La couleur de la justice aux éditions Sileps. Donc merci beaucoup Gwenola Ricordo. Merci à vous. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégal. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.